Téléspectateurs de Mandé TV, heureuse de vous retrouver et bienvenue sur le plateau de Mandé TV. Bonjour ou bonsoir. Un plateau qui se veut un plateau de réflexion dans votre plateau réflexion politique qui aborde plusieurs sujets dans le but de mettre en lumière certains sujets cruciaux et contribuer à des réflexions tout simplement, chers téléspectateurs. C'est un déplacement volontaire d'individus ou de populations d'un pays à un autre ou d'une région à une autre. Il s'agit bien évidemment de la migration. On essaye de vous apporter une définition assez succincte de la migration. Les causes sont multiples et multiformes, soit économiques, politiques, naturelles, éducatives, psychologiques, institutionnelles, volontaires, diplomatiques, d'affaires ou de réunions. On ne s'arrête pas à ça. Vous voyez très bien que la liste, elle est très longue. Le constat qui est également fait de plus en plus est le fait que les femmes ne se contentent plus de suivre leurs conjoints. Elles prennent le chemin de l'aventure comme les hommes aussi. Quels sont les risques que les femmes encourent sur les voies de la migration ? Pourquoi la féminisation du phénomène migratoire s'amplifie de plus en plus? On va essayer de comprendre cela ce soir ou ce matin, chers téléspectateurs de Mandé TV, d'où notre thème d'aujourd'hui qui a pour intitulé « Qu'est-ce qui explique une féminisation de plus en plus accrue du phénomène migratoire ?» Pour pousser cette réflexion en téléspectateurs de Mandé TV sur le plateau de Mandé TV, j'ai des invités qui sont quand même assez qualifiés sur le domaine, qui vont pouvoir nous édifier et nous allons poursuivre les débats. Premier invité est Monsieur Mamadou Diakité. Il est consultant en gestion des migrations, coordinateur de plusieurs projets en rapport avec la migration, avec pas mal de structures depuis pas mal d'années. Monsieur Diakité, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ok, je suis très heureux d'être là encore, de nouveau. Il y a personne ressource. Il y a un acheté là et je suis là encore, de nouveau. Personne ressource de Mandé TV, on dira. Hein? Oui, tout à fait. Deuxième invité téléspectateur de Mandé TV est Monsieur Oumar Sidibé. Il est président de l'initiative Migration et Développement, en abrégé Immigrade. Monsieur Sidibé, bienvenue sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour moi de me retrouver à Mandé TV pour la première fois quand même. Merci de vous rendre disponible, cher monsieur. Alors, juste pour nos téléspectateurs, pour qu'ils arrivent un petit peu à comprendre ou bien se rafraîchir la mémoire un petit peu, qu'est-ce que c'est en deux phrases un consultant en gestion des migrations? D'accord. Et je vais essayer de dire le plus simplement. Alors, c'est quelqu'un qui a une bonne connaissance de la migration et qui est à son propre compte. D'accord. Qui est à son propre compte et qui peut travailler pour n'importe qui. Voilà, ça c'est l'aspect consultant. Voilà. Ce sera tout? À moins que... Téléspectateur, monsieur Diakité en a beaucoup dans sa besace. Il ne veut pas tout dévoiler, on a très bien compris. Sidibé, l'initiative Migration, une initiative qui fait pas mal de choses. De quoi il s'agit-il pour nos téléspectateurs? D'accord, je vais juste rappeler que nous sommes des anciens migrants, nous sommes aussi des personnes qui ont travaillé dans d'autres structures sur la question migratoire. Donc, c'est ce qui a fallu la naissance des initiatives Migration et Développement Immigrate qui travaillent sur la prévention à travers l'information et la sensibilisation, qui travaillent sur la réintégration, le renforcement des capacités, la création des activités génératrices de revenus, et qui passe aussi souvent par la défense des droits, parce que, comme vous le savez certainement,
les routes migratoires aujourd'hui sont truffées d'embûches où il y a pas mal de violations des droits. Donc voilà en gros ce que nous faisons comme activité à Initiative Migration et Développement Immigrant. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Sidibé. Alors, comme on l'a défini au tout début, en introduction, est-ce qu'on peut se permettre de faire un bref état des lieux de la migration, et surtout à l'heure actuelle, par le contexte qui prévaut dans le Sahel, pour se limiter juste dans cette zone-là, Diakité? Bon, je pense que à notre niveau, oui. Sinon, l'État a déjà fait ces états des lieux, mais ça ne nous empêche pas, nous autres aussi, à la personne de ressources travaillant dans la migration, de donner un petit point de vue sur la situation. Alors, je dirais que en 20 ans, si tu veux, voilà, il y a eu beaucoup de choses ont été faites, voilà, puisqu'il n'y avait rien au début. On part de là. Il y avait juste un bureau de l'OIM. Aujourd'hui, on peut dire que le ministère est suffisamment doté de services techniques, d'experts, et pas suffisamment de moyens, je le sais aussi. Et donc, à ce niveau, il y a des instruments et des mécanismes qui ont été mis en place. Il y a la volonté d'y aller, de faire plus, parce qu'aujourd'hui, on a une politique nationale de la migration et qui a été adoptée, je pense bien, en 2014. Et plus le pacte mondial, et qui a été adopté au Mali en 2018. Il y a eu énormément de formations qui ont été faites là-dessus. Il y a des stratégies nationales d'investissement qui ont été mises en place. Donc, vu de ce point de vue, si on va dans ce sens, beaucoup de choses ont été faites. Il n'en demeure pas moins que les migrants continuent d'y aller de plus en plus, même si des mesures sont prises pour sensibiliser, pour informer, ceci, cela, mais c'est une réalité quand même, on ne peut pas le nier. Et vous l'avez dit aussi, il y a de plus en plus de femmes et d'enfants, voilà, dans le domaine de la migration. Et tout le monde sait ce que c'est que la migration et les risques et qu'ils encourent. Donc moi, de mon point de vue, je dirais que état des lieux, si je peux le résumer ainsi, oui, des efforts ont été faits, beaucoup d'efforts ont été faits, mais le Mali étant un pays de migration, d'accord, un pays de transit, il devient aussi un pays de destination. Donc il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup de choses ont été faites. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà. Beaucoup de choses ont été faites, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est le même constat que M. Sidibé fait? Bien sûr, parce que si on fait référence aux dernières 20 années, c'est-à-dire 2004-2024, il y a eu énormément d'évolutions dans la migration. Il y a eu des lois qui ont été durcies par rapport à l'entrée et le séjour des migrants. Je fais allusion à l'espace Schengen. Je fais aussi allusion au Maghreb, qui est la principale route de passage vers l'Europe. Sans compter que la destination principale des migrants maliens, ce n'est vraiment pas le nord, c'est-à-dire ce n'est pas l'Europe, c'est plutôt l'Afrique. Donc cela dit, de 2014 à aujourd'hui, les 10 dernières années, il y a eu énormément de victimes.
que ce soit des subsahariens, que ce soit des Asiatiques, parce que en 2015, si j'ai bonne mémoire, en un seul naufrage, il y a eu près de 750 morts. Cela dit, il y a eu beaucoup d'évolutions qui ont fait que le durcissement des lois a rendu encore les routes migratoires plus dangereuses. Donc nous pouvons dire qu'il y a plus de victimes sur les Sahara et dans la mer Méditerranée. Donc, pour conclure, je vais dire que il y a eu beaucoup d'évolutions à partir de 2004 à maintenant, et malheureusement, c'est des évolutions qui ont engendré énormément de victimes. Vous vous rappelez des événements de Ceuta Melilla en 2005, où les migrants révoltés ont pris d'assaut les grillages, ce qui a fait énormément de victimes et de blessés. Donc voilà un peu comment se présente l'état des lieux par rapport à la migration, je pense. Merci beaucoup pour faire cet état de lieu. En gros, il y a eu des avancées, il reste beaucoup à faire, plutôt une sensibilisation, une éducation peut-être à renforcer. Mais à côté de ça, il y a eu la protection et la sécurité. La sécurisation des migrants constitue le premier axe du plan d'action de la politique nationale de la migration. Oui. Est-ce que avec cela, ça permet davantage ou moins davantage de protéger les droits des migrants? Parce que M. Sidibé vient de dire qu'il y a des lois, des textes qui durcissent, mais est-ce qu'en durcissant, ça protège toujours les droits? Bon, alors là, il faut dire que Omar parle plutôt des lois de l'Europe. Si j'ai bien... Globalement, mais des lois des pays d'accueil. Voilà, globalement. Même le Mali s'y retrouve ou pas? Non, ici, le durcissement est réel par rapport à l'Europe, par rapport au Maghreb. Ça, c'est clair. Ce sont des pays là où nous allons, nous, en tant que migrants subsahariens. Donc, ce durcissement, c'est réel. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, pour revenir à notre situation à nous, Maliens, comme vous l'avez dit, l'axe 1 au Mali, c'est la sécurisation, protection, sécurisation. Alors, qu'est-ce qui a été fait dans ce domaine-là? Oui, beaucoup de choses ont été faites, en réalité. Même comme je le dis, mais il reste encore 1000 choses à faire. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les migrants maliens, s'ils le veulent, peuvent retourner directement dans leur pays. Il suffit qu'ils le manifestent. Quand il y a des situations compliquées, c'est le cas aujourd'hui à Abidjan. Il y a un an, c'était le cas en Tunisie, je crois. Donc, il y a des moyens, des mesures, des instruments qui ont été mis en place pour le retour des Maliens en situation difficile dans les pays d'accueil ou de... Un retour volontaire, bien sûr. Volontaire. Alors, il y a aussi le volet aspect réinsertion sociale. Voilà, je veux dire, je dis c'est ça qui est le moyen d'accompagnement. Alors, pour l'instant, pour répondre effectivement à ce point-ci, oui, ces dispositifs-là sont en place et fonctionnent autant que l'on peut. Toutefois, pour les migrants qui sont déjà dans certains pays qui ne sont pas si proches, là, évidemment en Europe, c'est un peu plus compliqué. Voilà. On sait très bien que les dispositions peuvent être appliquées beaucoup plus pour les pays du Maghreb ou de l'Afrique que en Europe, voilà, où les problèmes sont plutôt du type individuel. Tu vois? Voilà. Donc, même là encore, s'il le faut, je sais que chaque fois qu'il y a eu des cas, alors les Maliens ont été retournés, ça, il faut le dire. Voilà. Je peux me permettre de vous demander les types individuels, il s'agit de quoi? C'est-à-dire moi seul, je suis migrant, je suis en France, je suis en Allemagne, je ne suis pas en règle,
Tu vois, j'ai des soucis avec la justice et j'ai des soucis avec... je ne suis pas en règle. Donc, le fait seulement de ne pas être en règle est une infraction. Ce n'est pas le cas comme le type... quand je dis type individuel, c'est l'individu ou sa femme et ses enfants. Mais nous rencontrons d'autres types où des centaines de Maliens sont souvent mis en situation difficile, en Algérie, en Tunisie, dans le Maghreb, pour ne parler que de ces deux-là. Et encore récemment, il y a des Maliens qui ont voulu revenir. Voilà, c'était un nombre, il y avait plus de 100 et quelques, si je me trompe, sûrement même plus. Donc, tu vois, ça, ce n'est pas des types individuels. Des gens qui ne se sentent plus bien, des Maliens qui disent non, ça va et ça suffit, nous, on veut retourner. Et le retour arrive à se faire assez facilement? Oui. Monsieur Oui, plus ou moins, parce que les retours qu'on appelle volontaires n'est pas volontaire en tant que tel. Parce que par expérience, je crois que nous sommes la première organisation, je vais dire aide, avec Mamadou Diakité, à expérimenter le retour volontaire et insertion. Parce que si je dis par exemple que le retour volontaire n'est pas autant volontaire, parce qu'on n'investit pas dans un projet migrateur pour aller revenir assister. Non, on part pour réussir. Si on ne réussit pas et qu'on retourne volontairement, c'est un quasi-échec. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport au retour volontaire. Maintenant, pour continuer sur l'état des lieux, moi, je faisais allusion à comment ça se présente aujourd'hui et les mouvements migratoires et l'entrée dans les pays d'accueil un peu. Voilà. Ça a évolué, mais ce qu'on peut prendre comme rajout sur les causes de départ, c'est peut-être les volets sécuritaires. Sinon, toutes les causes qui motivent le départ sont là depuis près de 20 ans. Le changement climatique, les besoins d'améliorer son quotidien, tout ça, ça existe. Beaucoup a été fait parce que dans la présentation, ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis membre du réseau des Nations Unies pour la migration en Afrique de l'Est et du Centre. Je suis membre fondateur de plusieurs réseaux, notamment Migrafrique, qui réunit plusieurs pays africains et plusieurs organisations de la société civile. Je suis aussi membre fondateur de Rascomid, qui est le plus grand réseau au Mali, même si le réseau a du mal à prendre ses envols, mais c'est une belle initiative de pouvoir réunir les organisations de la société civile qui travaillent sur les questions migratoires. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'initiatives, mais est-ce que c'est encore suffisant? Je ne pense pas. Est-ce que des initiatives d'amélioration ont été posées? Certainement oui. Parce que si on prend à l'international, rien que le Global Compact, qui est une initiative des Nations Unies pour sécuriser les migrations, j'ai participé à des réunions régionales, notamment à Dakar, à Addis, au Maroc, ainsi de suite. Mais est-ce que le Global Compact en lui seul peut sécuriser la migration? Donc voilà un peu des questionnements que nous nous posons en tant qu'acteurs et qui méritent réflexion pour pouvoir ne serait-ce qu'influencer les prises de décision qui concernent les lois migratoires et les initiatives pour l'accompagnement des migrants. Mais en 2015, quand même, le Mali a adopté une politique migratoire. Très bien. Ça fonctionne. 2014, oui. C'est plutôt 2014. 14, oui. Elle doit pouvoir fonctionner, je pense. Elle fonctionne. Doit pouvoir apporter des solutions. Tout à fait. La PONAM fonctionne. Et pour preuve, c'est qu'en septembre passé, il y a eu un état de lieu qui a abouti à des recommandations, notamment la révision de la politique elle-même et du plan d'action qui a été fait en marge de la journée des migrants à Sikasso. Donc la PONAM, c'est la référence d'abord de tout ce qui concerne la gouvernance de la migration, mais la PONAM marche très bien.
je peux, bon, c'est 3 jours de travaux que je ne peux pas énumérer dans une émission, mais l'une des recommandations est qu'il faudrait que l'État Mali puisse financer certains volets du projet, notamment la réintégration des migrants de retour, que je dis souvent en situation de retour forcé. Parce qu'encore une fois, on n'investit pas dans un projet migratoire pour revenir et assister. Voilà, donc pour moi, franchement, la PONAM constitue la référence et la PONAM marche bien. Beaucoup bénéficient de la réinsertion ou pas? Certainement. À compte-gouttes? Non, parce que l'État a des partenaires à travers lesquels beaucoup d'initiatives de réintégration des migrants sont financées. Voilà, il y a un suivi aussi qui se fait? Un suivi, bien sûr. Un suivi, bon, les projets financés ont forcément un suivi et même une évaluation au finish. Voilà, donc il n'y a pas que l'État qui finance les programmes de la voilà, et il y a aussi des partenaires qui le financent. Même il reste beaucoup à faire, mais c'est quand même des initiatives qu'il faut saluer, parce que sans ces initiatives-là, il y aurait eu beaucoup de problèmes, je dirais même énormément de problèmes de réinsertion. D'accord. Moi, je pense que... Je peux aller? Oui, bien sûr. On est dans l'axe 3 maintenant. Oui. Moi, je pense réellement que c'est à ce niveau-là que le bas blesse. Ouais, personnellement. Dans l'axe 3? Oui. Qu'est-ce qu'il dit d'abord l'axe 3 pour nos téléspectateurs? Le retour, l'insertion. Bien que beaucoup de choses ont été mises en place, beaucoup de choses se sont faites, mais honnêtement, je pense qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux parce que c'est difficile. Même les chiffres que l'on avance sont... Est-ce que ces chiffres vous pensez que c'est inférieur? Correspondent à la réalité? Parce que beaucoup de migrants rentrent qui n'ont pas été pris en compte. Et je me pose encore, quelle est la situation réelle des migrants qui ont été insérés depuis 2015 à 2019 lors du premier plan d'action, et quelle en est aujourd'hui la suite? Il ne s'agit pas seulement de mettre les gens, de les former ou de les faire cela. Mais non, la réinsertion, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Aujourd'hui, si moi-même on me demande, en tant que Mamadou, observateur de la chose, j'ai dit, veillons regarder un peu sur ce point-là. Je ne suis pas sûr que ça marche aussi bien. C'est peut-être là où on peut faire un état des lieux. Je le souhaite. Je crois que si je ne fais pas allusion aux travaux encore une fois, aux travaux de FANA en septembre, lors de l'état des lieux de la migration, des chiffres ont été avancés. Bon, malheureusement, je n'ai pas ces chiffres-là ici, qui sont les bénéficiaires directs de la réinsertion et des migrants de retour. Il y a des chiffres qui ont été dégagés lors de l'évaluation. Lors de l'évaluation aussi, les insuffisances qui ont été constatées, il y a eu des recommandations par rapport à ça, notamment ce que je disais. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'État se donne encore plus de moyens pour intervenir dans la réintégration des migrants de retour. Maintenant, Diakité faisait allusion au nombre de migrants de retour. C'est très difficile parce que les chiffres disponibles sont beaucoup plus les personnes qui ont bénéficié d'assistance, soit à travers la frontière malienne du Nord, soit à travers les rapatriés de l'OIM. Mais ceux qui passent par les frontières ne sont pas comptabilisés, alors que ça doit être des chiffres non négligeables et malheureusement qui ne peuvent pas être pris en compte, même s'il y a des estimations encore par rapport à ces chiffres. Voilà. Mais pourquoi ceux qui sont au niveau des frontières, je pense que c'est avec les voisins tout de suite, ne sont pas comptabilisés? Pourtant, il y a bien des postes de contrôle qui sont sur place. Est-ce que c'est une manque de cohésion ou bien de
d'organisation, tout ça. Le mot m'échappe pour les téléspectateurs. Mais qu'est-ce qui marche pas quand on parle de police des frontières? C'est pas seulement Bamako, c'est nous, l'aéroport Bamako, c'est nous. Je pense que même dans les régions. Ah oui. Donc, qu'est-ce qui se passe pas? Vous tirez la sonnette d'alarme ou pas? Moi, je dis, toi, en revenant sur ce qui a été dit, c'est peut-être l'axe droit sur lequel il faudrait porter une réflexion encore là-dessus. Pris dans son ensemble. Pris dans son ensemble, élargir la vision de ce qu'on veut faire. Et ce qui a été fait, jeter un regard sur ça, parce que c'est depuis 2015, le premier programme 19, et ça continue avec un partenaire, l'OIM, que je respecte bien, mais que j'aimerais bien savoir, et les Maliens aussi, et les migrants aussi aimeraient certainement que l'on jette un regard sur ce qui a été fait. Et d'ailleurs, l'OIM n'est pas le seul, il y a des ONG. Moi, je le fais pour le compte des Italiens. Personne ne connaît ces chiffres-là. Tu vois? C'est quand même assez complexe. Hein. Je pense que c'est un sujet complexe. Il y a beaucoup de sous-entendus. Il faut mettre les acteurs ensemble. Tu vois, parce que beaucoup d'acteurs font cela. Par exemple, bon, malgré la suspension de relations entre le Mali et la France, il faut le dire, mais il y avait déjà un volet dans ce sens-là. Qu'en est-il de ce qui a été fait avant cette suspension? Et qu'est-ce que l'OIM a fait dans le cadre du fonds fiduciaire? Qu'est-ce que des acteurs des ONG ont fait? Ça me donne une idée. Et tous ceux qui n'ont pas été pris en compte. Le chiffre ici n'a pas de sens. Et c'est l'approche. Tu vois? Tout à fait. Et voilà, ça va nous donner une idée d'avoir une approche globale de la situation et de savoir mettre les gens en synergie. Voilà ce que je veux dire. D'accord. Merci, monsieur. Mais là, ça ne va pas du tout. Hein. Ça, franchement, ça ne va pas du tout. Sur ce domaine, l'axe 3, il va falloir travailler à fond là-dessus. Toujours sur l'axe 3, je ne sais pas si ça rentre en compte avec cette féminisation de plus en plus accrue du phénomène migratoire. Mais qu'est-ce qui explique, selon vous, pourquoi les femmes, elles y vont aussi de plus en plus? Avant, elles partaient poursuivre leurs conjoints et tout, mais maintenant, elles prennent... Parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, on a vu sur les médias, on a vu des situations assez complexes où des femmes prenaient la route de la migration étant enceintes. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Le conjoint n'a pas ce mot à dire ou c'est quoi? On veut vraiment comprendre comment amortir ce phénomène pour ne peut-être pas la stopper d'aussitôt. Tu rigoles. Non, mais ça vous dépasse, c'est surtout ça. Ça me dépasse. Et puis moi, je trouve que, de mon point de vue, c'est normal. C'est normal. Ah, c'est normal parce que l'image du migrant seul, l'homme seul du migrant, à la recherche des moyens, ne correspond plus à la réalité, quoi. Ça ne correspond plus à la réalité. Moi, je parlerai plutôt de deux facteurs. Il y a d'abord l'aspiration des femmes à être un peu plus indépendantes, autonomes, gagner leur vie, compte tenu de ce qu'elles vivent dans leur pays, aussi bien au Mali ou ailleurs. Ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est un problème de société. Il y a on sent cela. Les femmes, comme les jeunes, ont envie d'aller, comme les hommes ont envie de gagner leur vie, d'être indépendants, de gagner leur vie. Il y a cela qu'il faut prendre en compte, franchement. Ensuite, comme on le sait tous, il y a l'autre facteur que nous vivons ici et que l'on voit un peu partout en Afrique. L'insécurité, les conflits, les guerres, et ça pousse là. Et sachant bien que les femmes sont les premières victimes de ce genre de choses, donc les deux cas mis ensemble, il y a forcément un accroissement des flux.
Moi, j'ai rencontré les premières femmes migrantes au Mali en 2005 à Gao. Elles étaient des Angolaises. Hein? Et on fit la guerre, tu vois. Mais comment Monsieur Sidibé, moi je vais me retourner vers vous. Comment vous pouvez expliquer ce flux et surtout dans les conditions dans lesquelles elles prennent la route? Par exemple, comment ça explique une femme enceinte qui prend la route? C'est pas logique. Une femme, quand elle est enceinte, elle va donner de la vie, elle peut rester sur place, terminer sa grossesse tranquillement, fonder un foyer. C'est une très bonne question. Quand tu prends, il y a plusieurs explications à la féminisation de la migration. Hein. D'autres pays ont commencé avant le Mali. Ils viennent de faire allusion à des Angolaises en 2005, des Camerounaises, des Nigérianes. Mais les pesanteurs sociaux ont longtemps retenu les Maliennes. Voilà. Comme on le dit ici, quand une femme vit longtemps, elle va passer forcément par les trois autorités, c'est-à-dire les parents, les maris et peut-être les enfants. Voilà. Donc ça a resté un sujet tabou jusqu'à récemment où légitimement les femmes aussi aspirent à avoir leur autonomisation, voilà, à s'émanciper, à pouvoir assurer leur avenir. Donc c'est une question légitime. Mais maintenant, par rapport à l'état de certaines migrantes, notamment femmes enceintes, tout ça, vous savez, la migration est un monde très profond. Souvent, le fait, par exemple, d'emprunter les routes étant enceinte, ça peut atténuer et la maltraitance. Quand même, c'est des humains qui sont sur la route, ça peut l'atténuer. C'est stratégique. C'est stratégique pour certaines. Si je tombe enceinte, ça me garantit. Non, c'est stratégique, mais il y a celles aussi qui tombent enceintes en cours de route. Voilà, qui tombent enceintes en cours de route et même qui empruntent les pirogues étant dans cet état-là. Donc voilà, il y a plusieurs explications, mais encore une fois, les femmes aussi, voilà, ont le droit de gagner leur vie, d'être autonomes et aussi d'aller voir ailleurs. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà. Elles encourent des risques énormes. On peut énumérer ici sur le plateau pour nos téléspectateurs surtout parce que il faut quand même alerter. C'est surtout ces risques qui font peur. Ouais. Moi, je voudrais dire une chose avant d'aller. Pour ce qui est du notre cas au Mali, on a plusieurs types de migration dans la féminisation. Parce qu'il y a un lien on oublie tout de suite, c'est que les personnes déplacées internes se retrouvent, les femmes, personnes déplacées internes, les filles se retrouvent souvent dans la migration externe. Yeah. Ça, on le dit pas, mais c'est une réalité. Vous pouvez nous éclaircir un petit peu cet aspect? Je veux dire que dans le cas spécifique de la migration des Maliennes, des Maliennes, ça c'est très clair. Féminisation de la migration malienne. Au début, c'était nos aînés, même à nous, qui rejoignaient leur époux. C'était ça. Après, avec notre génération un peu plus bas, moi j'ai eu des sœurs qui sont allées en France d'elles-mêmes, travailler, elles ont fait leur vie. Il y a plus de 30 ans de cela. Après, on a eu des situations un peu plus compliquées. La situation sécuritaire depuis 2012 a créé une situation, a créé un accès des Maliennes à la migration extérieure, transfrontalière d'abord, Mauritanie, Sénégal, Côte d'Ivoire, ainsi de suite, et de là, elle passe dans le Maghreb,
et d'autres même directement à partir de Bamako partent pour des pays du Moyen-Orient pour faire les femmes de ménage. Et Dieu seul sait comment ça se passe. Oui, ça, il faut le dire. On va le dire. Bien sûr. C'est vrai. Donc, vous voyez un peu, pour parler uniquement de la typologie de la féminisation des migrantes maliennes. Voilà, ça, c'est juste un survol. Il y a un lien entre les personnes déplacées internes, il y a un lien entre la migration forcée ici, involontaire, et la migration extérieure. Alors, quand vous me dites comme ça, moi j'ai essayé de regarder un petit peu, faire des recherches, discuter avec des collègues qui ont beaucoup enquêté, qui ont eu même à faire le parcours migratoire. Est-ce que c'est juste une migration simple et tout, ou bien c'est une migration avec du trafic? Ah, le trafic est dedans. Trafic de drogue, trafic humain. Oui, moi je dirais d'abord que c'est une migration irrégulière. 70% irrégulière d'abord. Parce qu'il y a la migration légale et régulière. Ça, on n'est pas dans ce schéma-là. Majoritairement, on n'est pas dans ce schéma. Il y a quand même ce volet où les gens partent comme au Maghreb, plutôt dans le pays arabe, au Moyen-Orient, de façon légale. Elles ont le visa, elles vont comme travailleuses, femmes de ménage. Mais la plupart des cas partent en situation irrégulière. Donc ça, là, c'est vers l'Europe. Vous faites non, allusion... non, déjà dans la sous-région même. Voilà. Même dans la sous-région pour aller au Maghreb. Déjà, la majorité sont en situation de migration irrégulière. Et c'est important de le dire. C'est de fil en aiguille. C'est de fil en aiguille, on se retrouve. Donc, voilà. Et majoritairement, les femmes, maliennes ou pas maliennes, qui sont dans la migration vers l'Europe ou le Maghreb, sont en quasi-totalité dans un type de migration irrégulière, avec tous les risques que cela peut encourir. Voilà, pour revenir maintenant à ça. Quels sont ces risques? Alors, les risques qu'encourent les migrantes sur les routes migratoires, quels sont ces risques? D'abord, il faut préciser qu'il y a plusieurs routes. Les routes vers le sud, c'est-à-dire la migration intra-africaine, comporte moins de risques, même si cette migration aussi souvent se fait dans des conditions pas légales. Maintenant, la migration féminine via le Maghreb et la Méditerranée, là, ça comporte énormément de risques. Parce que le fait tout simplement d'être une femme peut faire de vous une proie. Parce que la traite, on parle de trafic, mais il y a beaucoup de traite. Les femmes sont beaucoup plus victimes de traite que de trafic. Voilà. Souvent, les femmes sont transformées en bêtes sexuelles qui sont souvent retenues au gré de leur volonté pour servir de femmes de ménage. Souvent, elles sont retenues et revendues même à d'autres durant tout le processus. Ce qui fait que ce n'est pas rare de rencontrer des femmes qui ont passé quasiment 2-3 ans entre le Sahara et les pays du Maghreb. Donc les femmes encourent énormément de risques, mais il y a l'influence aussi. Parce que l'une des femmes que j'ai eu à accompagner en 2012, en juillet 2012, n'était pas malienne. Elle avait été influencée par une tante
qu'il avait invité à venir travailler dans un restaurant avec plein de mirages. Mais quand elle est venue, c'était carrément la prostitution. Et la tante n'était pas du tout d'accord à ce qu'elle retourne sans pour autant pratiquer le métier, parce que dans ce cas, elle allait pouvoir elle allait raconter ce qu'elle a vu là-bas. Donc voilà un peu comment se présente la migration féminine. Mais encore une fois, c'est légitime et les femmes prennent le risque de plus en plus d'aller et pour pouvoir au retour quand même avoir une certaine autonomie vis-à-vis de leur époux, vis-à-vis de leur famille. Monsieur Diakité, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à... Oui, je dirais les risques du voyage, les risques physiques d'abord, voilà, pour le résumer, quoi, et tout ce qu'on a dit, Omar et moi. Il y a des risques de voyage, tout le monde sait qu'ils vont par route, à pied, donc ça c'est des risques liés au voyage. Il y a des risques de brigandage, banditisme, violence de tout genre. Il y a les risques de traite sexuelle, il faut le dire, parce que ces femmes-là peuvent être prises, et surtout dans la situation actuelle, voilà, donc tout peut arriver. Et donc les femmes sont exposées, le migrant même, homme ou femme, est exposé à tous les risques. Mais la femme est encore plus exposée, ouais. Voilà, parce qu'elle peut être objet, ouais. Elle est exploitable, voilà. La femme est exploitable, plus exploitable que l'homme. D'accord. C'est quand même très, très alarmant, hein, tout ce que vous êtes en train de nous dire, et c'est même l'une des raisons pour laquelle on a voulu poser ce thème-là, parce qu'aujourd'hui, on est tellement noyé avec l'actualité qui prédomine, qui est plutôt à caractère politique, sociopolitique. Mais là, c'est quand même alarmant. Je pense qu'il faudrait davantage regarder tout cela et éventuellement pouvoir apporter des approches de solutions, à défaut d'avoir des solutions définitives dans un laps de temps. J'aimerais, par cette perche que vous me tendez, savoir aujourd'hui quelle est la situation des femmes maliennes, migrantes dans le Maghreb, en Europe et peut-être en Asie même. Leur situation aujourd'hui, est-ce qu'elles sont dans des situations assez précaires? Est-ce qu'il y a une prise en charge de nos sœurs maliennes qui sont dans ces zones-là? Elles ont des écoutes, des oreilles attentives pour les écouter? Quelle situation vivent-elles? Elles sont... On écoute leur détresse ou pas? C'est ça. Ben, écoute, d'abord, c'est très bon ce que vous dites, hein, parce que le problème avec la féminisation des femmes, elles le découvrent après elles-mêmes, à valeur égale avec homme ou femme. Moi, je suis migrant, vous l'êtes, on est ensemble, on y va, on marche ensemble. D'abord, même si vous avez un niveau d'études de spécialité plus élevé que le mien, bien, il y a fort de chances que moi, je puisse avoir un emploi avant vous. Ça, c'est la réalité du terrain. Donc, déjà, il y a une déception sur leurs rêves à ce niveau-là. Le type d'emploi sur lequel elles aspirent, dans la plupart des cas, elles n'ont pas cela. Même si c'est le cas, elles sont sous-payées ou mal payées ou je ne sais pas quoi dire. Ça, c'est une réalité pour aborder le sujet. Voilà. Donc, c'est un grand... c'est une désillusion chez les femmes migrantes qui, qualification ou pas, quand elles arrivent, ou bien dans le parcours, elles pensent qu'elles peuvent faire ça, mais généralement, on les fait faire des choses moins importantes pour elles. Donc, ça, c'est une réalité. Même si elles ont un job, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'elles souhaitent, ou bien ce n'est pas à la hauteur de ce qu'elles peuvent faire. Donc, sous-payées, mal payées.
Je ne parle pas de tout ce qu'elles vivent, hein, des violences, des violations de droits, non, je ne parle pas de ça. Ça, c'est dans un cadre normatif, tu vois. Même si tout va bien, eh ben, voilà, ça, c'est des réalités. Voilà. Donc, l'homme arrive souvent à s'en sortir mieux que la femme en migration. Ça, c'est une première désillusion. Évidemment. Mais il faut aussi dire que une bonne partie des femmes migrantes dans le parcours, elles peuvent tomber dans la prostitution. Et ça, c'est le moindre mal. Excusez-moi. Et dans le parcours, et une fois à destination. C'est le moindre mal. Dans le parcours et une fois à destination. Dans le parcours, victime de quoi? Des collègues qui sont dans le trajet. Des choix de prostitution. Pas que des collègues, hein, parce que souvent le projet est construit sur défaut dès le départ. C'est ce qui me fait dire de la migration féminine les meilleurs et les pires. Souvent, c'est depuis la maison que les trafiquants abordent la fille pour le vendre le rêve de, par exemple, d'aller travailler en Turquie, au Liban, au Maroc. Souvent, ça ne nécessite même pas un visa. Par exemple, tu prends le billet, tu vas déjà, le problème est réglé, tu es bien accueilli à l'aéroport. Depuis ton arrivée, tu commences à vivre le calvaire. La femme, dans sa discrétion, une fois qu'elle sort de cette turbulence, de ces violences, c'est très difficile d'avoir des témoignages. Parce qu'en témoignant, le regard de la société, vous imaginez une femme qui a été violée des mois durant et qui s'assoit, qui relate un peu tout ce qu'elle a vécu. Donc la femme, étant très discrète, préfère ne pas parler de ça. Donc pour les faire parler, c'est très difficile. Mais le meilleur, peut-être que certaines d'entre elles, rares, peuvent réussir leur projet migratoire, hein, voilà, et même en profiter pour aller à l'école encore, réapprendre, se former pour pouvoir mieux investir une fois leur retour. Donc le risque est grand. Le risque est grand, mais ça reste quelque chose qu'il est très difficile comment dirais-je, de comptabiliser et de pouvoir se donner des chiffres pour avoir des arguments, des argumentations pour pouvoir faire de la prévention. Voilà. Donc aujourd'hui, ce n'est plus que des ressortissants d'autres pays. Aujourd'hui, nous avons nos sœurs aussi maliennes qui empruntent les routes migratoires via le Sahara, qui deviennent de plus en plus risquées et qui traversent la Méditerranée de plus en plus risquées. Rien que la semaine surpassée, il y a eu un naufrage où je crois il y a près de 63 Maliens qui sont décédés et quasiment tous ressortissants du cercle de Baflabé. Voilà. Donc voilà un peu comment cette situation se présente, où il est très difficile de faire des chiffres, honnêtement. Parce que c'est une migration discrète, je dirais même pas clandestine, mais quand même très très discrète, pour pouvoir ne pas éveiller des soupçons. Et souvent aussi, il faut signaler la complicité de plus en plus grande de la famille qui pousse, pas que les jeunes hommes à la migration, mais qui pousse aussi de plus en plus les filles à la migration. L'influence de ceux qui ont réussi leur migration parlant, donc c'est un phénomène de plus en plus nombreux. D'accord, on voit beaucoup qui s'affichent, même certaines, pas toutes, celles qui arrivent, comme vous l'avez dit, à dépasser le cadre, elles ne veulent plus en parler, elles s'affichent même fièrement sur les réseaux sociaux à exhiber ce qu'elles gagnent aujourd'hui. Et je crois que ces phénomènes aussi incitent davantage. Les réseaux sociaux, c'est aussi un leurre. Hein. J'ai rencontré des migrants en France qui n'avaient même pas un emploi encore.
mais qui faisaient des belles photos, qui les envoyaient, qui faisaient des, comment dirais-je, des appels vidéo, tout ça. Donc, ce n'est pas évident. Ce n'est pas à travers, comment dirais-je, des photos qu'on peut juger la réussite d'un migrant. Malheureusement, il y a cette influence aussi sinon ceux qui réussissent beaucoup n'ont pas le temps vraiment d'être tout le temps présents sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment un leurre. C'est un leurre carrément, ouais, quoi. Carrément. D'accord. Restons toujours avec la féminisation des femmes avec le phénomène migratoire. On en voit pas mal au Mali. Parlons du Mali aujourd'hui. Yeah. On a parlé des Maliennes qui sortent, mais il y a d'autres communautés qui viennent au Mali. Ouais. Ils ne viennent pas forcément pour les beaux yeux des Maliens, je pense. Même si certaines viennent pour les beaux yeux des Maliens, Jacté peut-être. Lors de mes approches, en étudiant la question, parce qu'il faut le dire aussi, ça fait quelques années que j'essaie un petit peu de suivre tout cela, il y a pas mal de Nigérianes, du Nigeria, du Niger, de la côte, de nos voisins qui sont là et qui sont vraiment dans un domaine assez spécifique. Très peu se retrouvent à faire les emplois de femmes de ménage. D'autres sont dans tout ce qui est l'esthétique, cosmétique et tout ça. Mais il y en a aussi qui sont beaucoup dans la prostitution. Ouais. D'abord, il faut dire que Bamako est une grande ville hein, dans le domaine de la migration, parce que le Mali étant déjà un pays carrefour incontournable. Donc, oui, il y a nous avons beaucoup de migrantes d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, qui sont là et qui vivent et qui passent aussi. Voilà. Cela est une réalité. Dans ce type-là encore, je lève le voile sur les femmes réfugiées. Là, tu vois, il y a toujours des femmes réfugiées. Toujours mon petit souci pour mes amis. Personnes déplacées, internes et réfugiées, on les oublie. Elles sont là avec les migrantes. Donc ça fait un bon pack. Oui, il y en a. Bamako, vraiment... Il faut aussi avouer hein, sur ce plateau, parce que c'est vrai qu'on tend à sensibiliser, à aider ces femmes à avoir vraiment la bonne information, des bonnes informations, et surtout comment faire pour ne pas être exposé au danger. Moi, j'ai pu approcher quelques Nigérianes qui sont évidemment des travailleuses du sexe pour savoir qu'est-ce qui les a motivées à venir au Mali, travailler et tout ça. Elles sont dans des zones surtout aurifères, hein, les zones de mines. Après, dans la capitale, dans des endroits assez chauds où c'est un peu les sorties nocturnes. Mais elles ont quand même aussi dit que même étant dans le Mali, un pays qui est pacifique, hein, elles subissent aussi des violences et pas des moindres par des personnes qui portent des uniformes. Voilà. Ben, disons que ce monde dont vous faites allusion est un monde violent naturel. C'est un monde violent. Le monde du sexe est un monde violent. Mais c'est les personnes généralement qui savent de quoi, dans quel sens elles vont être mangées une fois à Bamako. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent à crédit. Tu travailles, après tu payes. Donc, souvent, c'est un choix. Lorsque c'est un choix, il est très difficile de sensibiliser la personne. C'est-à-dire, tous les risques qu'elles prennent avant de venir, elles le savent. Souvent, il y en a qui travaillent quasiment 1 an à verser ce qui a été investi. Le double, le triple, je ne sais combien de fois, la somme qui a été investie dans leur transport et dans leur logement et autres. Donc, c'est des risques qu'elles prennent. Il y a autre chose. Une personne étrangère qui n'est pas en règle est en faute. Lorsqu'on est en faute, il est très difficile de défendre une personne qui est en faute. Donc, c'est des personnes souvent qui
qu'on ne peut même pas identifier. Ils n'ont aucun document sur eux. Même s'il est vrai, par exemple, que avec une pièce d'identité d'un pays de la CEDEAO, un passeport d'un pays de la CEDEAO, il aurait pu bénéficier de l'hospitalité du peuple malien. Mais c'est des gens, franchement, en général, qui ne sont pas en règle. Et ils ont choisi un monde très violent, en tout cas assez violent, pour qu'il y ait des interventions ou des descentes musclées souvent, des riverains ou des forces de l'ordre. Voilà. Donc ça s'explique. Voilà. Donc ça veut dire que ces personnes étant sur le territoire malien, bien vrai qu'ils ne sont pas en règle, n'ont pas d'assistance, n'ont pas de protection. Si, les personnes là s'organisent. Il y a beaucoup de ressortissants d'autres pays qui sont organisés en association. Hein. Lorsque vous partez à Gao, par exemple, vous avez l'association des Congolais, des Gabonais, des Ivoiriens, des Camerounais, des Nigérians. Même ici à Bamako. Diakité qui vous parle a accompagné des jeunes migrants à créer leur association. Donc, généralement, ils sont organisés dans un cadre formel ou même généralement informel, mais en tout cas pour pouvoir s'entraider dans certaines difficultés qui font quasiment leur quotidien. Là. Quelle sonnette d'alarme, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je dis que si les autorités font des efforts dans ce sens, parce que d'abord, depuis un certain temps, je pense que la révision du plan d'action en cours, 2024, a été mise sous l'angle de la lutte contre la traite, tu vois. Donc, d'abord, c'est une volonté affichée. Ça, c'est un. Deuxièmement, la traite n'est pas visible, tu vois. Elle n'est pas visible et ça se mélange avec la prostitution. Et il y a la différence. Ouais. Quand moi, je décide de moi-même de le faire, alors je le fais quoi. Alors quand je suis obligé de le faire, je suis pour le compte d'une organisation, pour un groupe d'individus, que je le veuille ou pas, on m'appâte, on me fait venir et on m'exploite. Donc il y a ces deux cas-là. Mais c'est pour vous dire que oui, il y a des mesures, et chaque cas qui a été signalé est prise en compte par l'OIM et les autorités judiciaires maliennes. Police, justice malienne, traite de la traite. Et quand il y a des cas de traite, quand elles sont signalées, oui, il faut le dire aussi. Quand elles sont signalées. Oui. Quand elles sont signalées. C'est bien de le dire ici quand même, parce que beaucoup, elles arrivent... elles ne parlent pas souvent la langue. Elles ne parlent pas la langue, elles ne savent pas où aller, elles n'ont pas de pièces parce qu'elles ont des pièces mais qui ont été déjà saisies par qui les a fait venir, déjà une marraine. Tu vois, ce monde-là est trop... ainsi quoi. Donc, même victime de traite, il faut qu'elle trouve le moyen d'informer ou de fuir. Sinon, il n'y a aucune chance pour que l'on sache. Aucune chance. D'accord. Souvent aussi, ce qu'on appelle maltraitance aussi, ça fait partie des contrats de base. Un contrat dont la victime connaît les tenants et les aboutissants. Voilà. Donc, c'est vraiment en connaissance de cause que beaucoup de migrantes empruntent ces chemins et ces routes migratoires. Donc, certains s'en sortent très bien d'ailleurs. Voilà. Parce que le plus vieux métier du monde étant encore d'actualité, c'est aussi un moyen de faciliter l'avancée des migrantes. Voilà, c'est triste de le dire, mais ça existe aussi sur les routes migratoires, c'est-à-dire de ville en ville, pour progresser un peu, jusqu'au bord de la Méditerranée. Si on parle quand même de la migration vers le nord, mais heureusement qu'il y a la migration sud-sud, voilà, qui quand même comporte moins de risques que la migration vers l'Europe. D'accord. On a compris que c'est assez alarmant. Hein. Ça fait quand même
c'est un sujet sur lequel il faut évidemment trouver des solutions. S'il faut tirer la sonnette d'alarme, quels sont les points sur lesquels vous voulez qu'on puisse s'accentuer? Moi, je dirais qu'il faut le volet protection sur lequel je travaille beaucoup plus ces dernières années doit être sensiblement amélioré pour tous les types de migrants. Pour tous les types de migrants, je commence d'abord par le nôtre, parce qu'on oublie de dire qu'on a des migrants. Les personnes déplacées internes sont en migration interne chez nous. Voilà. Elles sont livrées à elles-mêmes. Allez-y voir comment elles sont, les enfants, comment ils sont. Ça, c'est vraiment insupportable. C'est vraiment insupportable. C'est vraiment insupportable. Je sais que beaucoup d'acteurs interviennent, l'État fait ce qu'il peut, les ONG font ce qu'elles peuvent, mais encore, il faut doubler 1000 fois plus. 1000 fois plus. Ce sont des Maliens comme nous. On n'a pas plus de droits qu'eux. Ils ont autant de droits que nous. Ça, je le dis. Veillons sur ces gens-là. Sur les autres migrants, il y a beaucoup de choses aussi à faire. Et évidemment, ça, c'est les acteurs, dans la plupart des cas, c'est l'OIM qui est le maître d'œuvre de toute cette situation, qui gère la situation. Il faut renforcer la protection. Au Mali, il y a un problème de protection des personnes en migration. Et les nôtres, et les autres. D'accord, merci beaucoup Diakité. Je pense que vous avez déjà avancé vos recommandations quelque part. Peut-être si vous avez à rajouter après celle de Sidibé, je me retourne vers vous. Quelles sont les d'alarme? Quelles sont les recommandations pour les populations, les gouvernants, tout le monde en fait? En termes de recommandations, je vais commencer par dire que les organisations de la société civile ont une expertise qui ne demande qu'à partager avec et l'État et les institutions onusiennes, notamment l'OIM. Aujourd'hui, la sensibilisation, en tout cas dans la forme actuelle, a montré ses limites. Voilà. Dans mes recommandations, il faut une plus grande implication, non seulement des OSC, mais aussi des leaders locaux. Voilà. La tendance n'est pas la bonne. En tout cas, ce que fait l'Organisation internationale pour la migration n'est pas la bonne. Parce que avec la casquette onusienne, avec tous les moyens dont dispose l'Organisation internationale pour la migration, et pour rapatrier les gens par avion jusqu'au Mali, n'est pas très bien vu. C'est quelque part comment on dit, les pompiers pyromanes. C'est comme si c'est l'OIM qui demandait à ce qu'on durcisse la répression des migrants dans le Maghreb pour les faire venir vers le sud et au finish les rapatrier vers le Mali et moyennant un accompagnement. Ça ne passe pas. Je le dis en connaissance de cause. Ça fait plus de 20 ans que nous sommes dans ce monde de la migration. Et, par exemple, un Mamadou Diakité qui arrive dans un village pour parler de migration n'a pas la même importance et ne bénéficie pas du même degré d'écoute qu'un agent de l'OIM. Et ça, on l'a dit, fatigué, il faut que l'OIM le comprenne. Nous sommes quelque part des Maliens, nous sommes des anciens migrants, nous savons comment aborder ces volets sensibilisation, nous savons comment impliquer les leaders religieux, les chefs coutumiers, la jeunesse, les femmes. Tant qu'il n'y a pas cette nouvelle approche, ça va prendre énormément de temps avant qu'on ait des résultats vraiment escomptés. Encore une fois, il faut une plus grande implication des OSC maliennes et l'OIM ne peut pas tout faire alors que la tendance est ça.
Merci beaucoup, téléspectateurs de Mandé TV. Nous arrivons à la fin de notre réflexion du jour. Diakité Sidibé, votre mot de la fin. Il y a le travail à faire. Il y a le travail à faire. Beaucoup de choses à faire encore. Merci beaucoup. Il y a aussi de l'espoir. Il y a aussi de l'espoir. Il y a de l'espoir, il y a du travail à faire, mais nous y sommes depuis et nous savons que la migration apporte beaucoup à nos pays. Et donc c'est un volet hyper important qu'il faudrait prendre en compte dans la prévention. Voilà, il y a des villages entiers au Mali qui, on ne sait pas qu'est-ce que ces villages seraient aujourd'hui sans l'apport quand même de leurs migrants. Donc le mot de la fin, c'est remercier aussi Mandine TV pour nous avoir invités de parler de cette question transversale qu'est la migration qui concerne tous les Maliens, parce qu'on a tous quelque part un parent, un voisin, une connaissance quand même qui est hors du pays. Encore une fois, merci à Mandine TV de nous avoir invités. Merci à vous surtout de vous rendre disponible. Téléspectateurs de Mandé TV, nous sommes avec Monsieur Mamadou Diakité, consultant en gestion des migrations, coordinateur de plusieurs projets en rapport avec la migration. Et comme je le disais, vous avez pu constater qu'il a pas mal d'expérience. Hein. Il a un bon bagage sur ces sujets-là, aussi bien avec Monsieur Oumar Sidibé. Il est le président de l'initiative Migration et Développement, Immigrade. Messieurs, merci beaucoup. Nous avons pour thème sur cette réflexion d'aujourd'hui, qu'est-ce qui explique une féminisation de plus en plus accrue du phénomène migratoire? Téléspectateurs de Mandé TV, restez toujours sur les ondes de Mandé TV, restez sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali. Coucou, merci à la régie qui a assuré cet enregistrement. On se dit à la prochaine pour une autre réflexion. Au revoir.